Bonjour et bienvenue à notre série de webinaires Repenser les soins de longue durée. Je suis Neil Drimer, directeur des programmes d'innovation en santé à Excellence en Santé Canada et mes pronoms sont masculins. Je suis vraiment très heureux d'animer ce webinaire. Excellence en Santé Canada honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenariats vivent, travaillent et se divertissent. Nous reconnaissons que le niveau de vie dont nous bénéficions aujourd'hui est le résultat de l'intendance des premiers habitants de ces territoires. Nous devons nous engager à ne pas répéter les erreurs du passé et à travailler à des relations plus équitables et respectueuses avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. La reconnaissance des territoires et des premiers intendants de ces territoires est une responsabilité fondamentale de notre organisation et fait partie de notre engagement à œuvrer en faveur de la vérité et de la réconciliation. Je souhaite également souligner que hier, c'était la Journée internationale des peuples autochtones et j'espère que vous avez eu l'occasion de reconnaître cette journée importante où que vous soyez. Je tiens également à souligner que je vous rejoins depuis mon bureau d'Ottawa qui se trouve sur le territoire traditionnel non cédé et non abandonné du peuple autochtone. Nous reconnaissons et apprécions profondément son lien historique avec ce lien, ainsi que l'occasion qui nous est donnée de nous y rassembler aujourd'hui. Je vous invite vous aussi à nous dire d'où vous êtes dans la boîte de clavardage qui est au bas de votre écran. Je veux également que vous sachiez que nous avons le plaisir de vous offrir une interprétation simultanée en français pour ce webinaire. Si vous souhaitez entendre le français, vous n'avez qu'à faire ce choix à partir du menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires en tout temps pendant ce webinaire en anglais ou en français. Si vous avez un commentaire ou une question, veuillez le verser dans la boîte de clavardage. Nous chercherons à répondre au plus grand nombre de questions possibles lors de la séance prévue à la fin plutôt du webinaire. Si vous avez besoin d'une aide technique à tout moment lors de ce webinaire, vous pouvez communiquer avec notre service d'assistance technique à partir de la boîte de clavardage. Sachez aussi que cette séance est enregistrée et sera disponible sur notre site Internet dans les prochains jours afin que vous puissiez la revoir et la partager avec des collègues qui l'auraient ratée. À présent, je souhaite la bienvenue à nos conférencières Liz Horvath et Laura Mullally de la Commission de la santé mentale du Canada. Elles nous parleront aujourd'hui d'un thème très important, la santé mentale et la sécurité psychologique dans les établissements de soins de longue durée. Liz Horvath dirige le programme de santé et de sécurité psychologique au sein de la division Opening Minds de la CSMC. Ce programme vise à aider les organisations à prospérer en leur fournissant les données et les connaissances ainsi que les compétences dont ils ont besoin pour mettre en œuvre des stratégies efficaces en matière de santé mentale qui se traduisent par des améliorations mesurables qui garantissent que la santé et la sécurité psychologique font partie intégrante de la façon dont on exerce les activités au sein de ces organisations. Liz Horvath compte plus de 25 ans d'expérience à aider les organisations à mettre en œuvre des systèmes de gestion de santé et de sécurité, notamment en dirigeant l'élaboration de la norme nationale du Canada pour la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. Et d'ailleurs, elle apporte sa passion pour le bien-être et la réussite des gens à tout ce qu'elle fait. Laura Mullally s'est jointe à la CSMC en 2016 et elle est actuellement gestionnaire de la mobilisation des connaissances, dirigeant les travaux sur la santé mentale des personnes âgées, la santé mentale chez les jeunes et le programme de formation d'application des connaissances SPARK. Avant de se joindre à la commission, Laura a travaillé dans les organisations communautaires et nationales à but non lucratif en se concentrant sur la promotion de la santé, l'engagement communautaire, la gestion de projets et les relations avec les parties prenantes. Laura est titulaire d'une maîtrise en santé publique et de promotion de la santé de l'Université de l'Alberta. Elle se passionne pour l'équité en matière de santé et de mobilisation en faveur du changement dans le système de santé et de santé mentale. Je souhaite la bienvenue à Liz et Laura et je vous rappelle de nouveau de saisir vos questions dans la boîte de clavardage au fil de cette communication. À vous, Liz et Laura. Merci beaucoup, Neil. Bienvenue à tous et toutes. Bonjour.
J'aimerais remercier Neil, Joanna et Excellence en Santé Canada de nous avoir invités à présenter cette communication. Je suis Laura Mullally. Les pronoms sont féminins et je suis vraiment très emballée d'être ici aux côtés de ma collègue Lise pour parler de la santé mentale en milieu de travail, surtout dans ce cas-ci, dans les milieux de travail des soins de longue durée. Il y a de plus en plus de recherches qui montrent que les travailleurs qui se sentent valorisés et en sécurité sont plus motivés au travail, sont plus efficaces et plus créatifs sur le plan de la résolution de problèmes. Au sein de la santé et des soins de longue durée, le personnel qui se sent soutenu et en sécurité sur le plan psychologique peut également prodiguer des soins de grande qualité. Nous cherchons à décortiquer ces concepts avec vous aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je souhaite également signaler que la Commission de la santé mentale du Canada est située sur le territoire traditionnel, et d'ailleurs, c'est l'endroit d'où je vous proviens aujourd'hui. Donc, le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, que nous appelons maintenant Ottawa. Nous reconnaissons que depuis des millénaires, les Algonquins ont protégé ces territoires, le bassin de la rivière des Outaouais et ses affluents. En tant qu'organisation nationale, nous sommes conscients du fait que nous exerçons nos activités sur les territoires traditionnels de nombreuses nations. Aujourd'hui, le chemin de la vérité et de la réconciliation commence par la reconnaissance du rôle de gardien joué par les peuples autochtones et les sacrifices dont ils ont fait preuve. Nous sommes engagés à admettre les erreurs du passé, à relever les défis du présent et à contribuer à bâtir une relation nouvelle et respectueuse avec les Premières Nations. Alors, pour commencer, si vous n'êtes pas au courant de ce que fait la Commission de la santé mentale du Canada, la CSMC, nous sommes un organisme sans but lucratif qui a été créé en 2007 et surtout financé par Santé Canada. La CSMC vise à améliorer les systèmes et à changer les attitudes et les comportements des Canadiens concernant les problèmes et les troubles de la santé mentale. Les trois piliers de notre plan de communication sont la base de notre mobilisation. Vous les voyez ici. Nous ouvrons les esprits en nous efforçant de trouver les meilleures recherches et de les diffuser. Nous ouvrons les cœurs en luttant contre la stigmatisation sous toutes ses formes, y compris les obstacles structurels, et nous ouvrons les portes en améliorant l'accès aux services par l'entremise de projets de démonstration de pointe. Dans le cadre de notre mandat, la CSMC s'engage à aider les employeurs à créer et maintenir des lieux de travail sûrs en leur donnant des ressources, de l'information et les soutiens dont ils ont besoin pour garantir que toute personne au Canada puisse se présenter au travail, sachant que son organisation reconnaît l'importance de la sécurité psychologique au travail. Pourquoi faut-il s'attacher à ces questions? S'attacher à la santé mentale et à la sécurité psychologique, eh bien, surtout dans les soins de santé, c'est clair. Nous savons que d'une semaine à l'autre, 500 000 Canadiens sont incapables de travailler en raison de problèmes de santé mentale et que les travailleurs de la santé sont 1,5 fois plus susceptibles de s'absenter du travail en raison d'un handicap qu'un autre travailleur de tout secteur. Il y a de plus en plus de pression pour répondre aux besoins de la santé à l'époque où 43 des prestataires de santé disent qu'ils ont moins de capacité à prodiguer des services qu'avant la pandémie. Et même avant la COVID-19, les travailleurs de la santé vivaient avec du stress, de la dépression, de l'angoisse et un risque de surmenage. Les résultats d'une enquête nationale que nous avons faite pendant la pandémie reconnaissent que les travailleurs sont très résilients et qu'ils continuent de travailler très fort pour prodiguer les soins qu'ils souhaitent prodiguer à leurs patients. Cela dit, un grand nombre d'entre eux sont arrivés à un point de non-retour, tandis qu'ils cherchent à relever les défis présentés par la COVID-19. 40 se sentent épuisés, 50 ont l'intention de quitter leur profession et 60 seulement sont satisfaits de la qualité des soins qu'ils arrivent à prodiguer. Et c'est la raison pour laquelle il est important de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être psychologique des travailleurs de la santé. Et ce faisant, les organismes de santé peuvent réduire l'absentéisme, le roulement, renforcer le recrutement et la rétention, améliorer le moral ainsi que les relations de travail, améliorer la réputation de l'organisation et de manière plus importante aussi améliorer la satisfaction des patients ainsi que la qualité des soins. Tous les travailleurs de la santé du Canada méritent d'être employés par un organisme qui accorde la priorité à la santé psychologique ainsi que le bien-être physique et mental des employés. Cela
signifie une grande différence pour les soins éventuellement prodigués. La vérité, c'est que nous avons le pouvoir de changer ce récit. Si on change notre état d'esprit, on peut changer les choses. Albert Einstein nous disait qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes avec la même pensée qui les a créés. Alors, ceci commence dans le milieu de travail par reconnaître et comprendre que on se présente au travail avec son soin intégral. Chacun d'entre nous a une santé mentale qui est le long d'un continuum et que le recouvrement ensuite à une maladie mentale est possible. On peut soutenir la santé mentale des gens en travaillant proactivement aux enjeux qui touchent la santé mentale des travailleurs. Sur ce, je cède la parole à Lise. Merci beaucoup, Laura. Alors, ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est vous poser une question. J'aimerais que vous saisissiez dans la boîte de clavardage ce à quoi vous pensez quand vous entendez le terme santé mentale. Tapez la première chose qui vous vient à l'esprit. Quand vous entendez santé mentale, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors, stress, cassé, bien-être, vulnérabilité, angoisse, bonheur, bien-être, angoisse, crise, l'impression qu'on a de soi, dépression, colère, équilibre. Quelqu'un aimerait trouver cette santé mentale? Bien. Stress, dépression, colère, jugement. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. La raison pour laquelle je vous demande de le faire, c'est que, bon, on pose cette question à peu près dans tous les webinaires auxquels on participe. Et quel que soit le domaine, l'industrie dans laquelle œuvrent les participants, on entend généralement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de gens parler de la première chose qui leur vient à l'esprit, des choses comme angoisse, stress, dépression, difficulté à composer avec le quotidien, etc. Et il y a d'autres personnes qui parlent de bien-être, de mieux-être et d'être capable de composer avec le quotidien, d'équilibre. Alors, ce n'est pas inhabituel d'avoir des rétroactions très différentes. Alors, à présent, on aimerait que vous changiez un peu votre schéma mental. Alors, voici la définition officielle de la santé mentale, telle qu'établie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce que vous allez constater, c'est que on y dit que c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Ce que l'OMS dit, c'est que de manière positive, la santé mentale est un droit fondamental de tout être humain. C'est aussi un aspect essentiel du développement personnel, communautaire et socio-économique. Et un milieu de travail est une communauté. Ce que j'aimerais que vous notiez, c'est que ce qui est absent de cette définition, on ne dit pas que la santé mentale est une absence de maladie mentale. D'ailleurs, il n'y a aucune référence à la maladie mentale du tout dans la définition de la santé mentale. La maladie mentale peut représenter bien des pathologies qui sont des troubles qui ont un impact sur l'humeur, le comportement, par exemple la dépression, l'angoisse, la schizophrénie, les troubles de l'alimentation et les comportements de dépendance. Et tout le monde se trouve sur ce continuum entre la maladie mentale et la santé mentale à tout moment de sa vie. Mais ce qu'il faut retenir, et d'ailleurs, vous pouvez vous renseigner davantage sur ce continuum et je vais vous présenter de quoi il s'agit dans un petit moment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le soutien de la santé mentale des employés est important, mais il faut surtout se concentrer sur la définition de la santé mentale. Que nous dit cette définition? Alors, ce que vous avez ici, c'est une représentation des moyens par lesquels on peut aider les travailleurs à réussir. Il n'y a pas de mal à parler de santé mentale ou de demander de l'aide ou d'avoir accès à des traitements. Ce sont de bonnes choses à faire. Or, nous savons, à partir de notre expérience personnelle, que ce n'est pas facile. Et il y a certaines raisons très connues, la stigmatisation, personnelle ou extérieure. Ce sont des obstacles importants à la récupération. Et nous savons aussi que si on ne demande pas d'aide,
Ça n'arrange pas les choses. Alors, on aimerait se centrer sur cette définition de la santé mentale, des capacités et comment composer avec le quotidien, comment être capable de travailler de manière productive et avoir suffisamment d'énergie lorsqu'on est en dehors du travail pour contribuer à sa communauté, qu'il s'agisse de sa famille ou de sa collectivité. Alors, si on se centre au milieu de travail sur l'aide aux travailleurs pour qu'ils puissent maintenir un bon niveau de rendement, c'est là qu'on aura le plus d'impact. On peut être fatigué à la fin de la journée et on ne prétend pas que tous les stress sont mauvais. On sait qu'une certaine quantité de stress est nécessaire pour que l'on puisse fonctionner comme être humain. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous rend créatifs, qui nous donne de l'énergie, qui nous dynamise, ce qui nous permet d'être passionnés par notre travail. Mais lorsqu'on vit trop de pression, trop de stress, les choses peuvent déraper. On peut par exemple avoir des indicateurs comme de l'indécision, de la confusion, d'irritabilité et même un épuisement. Alors, ce sont des choses à garder à l'œil. Et donc, on veut pouvoir outiller les gens avec des mécanismes pour relever ces défis. Il y a divers outils, diverses ressources que nous allons vous présenter pour vous aider. Alors, lorsqu'il est question de santé mentale au milieu de travail, ce que l'on cherche en fait, c'est à préparer les gens à reconnaître les signes avant-coureurs et on veut les aider à écouter les gens attentivement et à trouver des ressources et s'occuper d'eux-mêmes, évidemment. On cherche aussi à réduire et éliminer la stigmatisation pour que les gens se sentent à l'aise de demander de l'aide et que les gestionnaires et les collègues se sentent aptes à intervenir lorsque leur aide est sollicitée. Cela peut aider la personne qui vit des difficultés à surmonter ses craintes et cela lui donne la confiance d'avoir des conversations qui pourraient éventuellement sauver sa vie. Vous savez, nous disons à la Commission que le rétablissement n'est pas seulement possible, il est attendu. Lorsqu'on parle de santé mentale, rappelez-vous que tout le monde est quelque part sur ce continuum. La santé mentale ne signifie pas une absence de maladie mentale. Alors, même si quelqu'un vit avec une maladie mentale, il y a un niveau de santé mentale et on peut aider les gens à avoir une bonne santé mentale. Alors, tout commence par un vocabulaire centré sur la personne. Lorsqu'on parle de maladie mentale ou de dégradation du bien-être mental, plutôt que d'insister sur la pathologie, il est préférable d'utiliser un vocabulaire plus positif. Par exemple, au lieu de dire cette personne souffre de dépression, on dira cette personne vit avec ou a vécu avec une dépression. Plutôt que de dire cette personne s'est suicidée, on dira que cette personne est morte d'un suicide. Plutôt que de dire cela me rend folle, dites plutôt cela m'agace, cela m'irrite, cela me frustre. Au lieu de dire que quelqu'un est accro, un toxicomane, on dira c'est une personne qui a un trouble de l'abus de substance ou une personne qui est en rétablissement. Alors, vous voyez bien que ce genre de vocabulaire peut lutter contre les préjugés et cela peut également encourager les personnes en difficulté à demander de l'aide. Et d'ailleurs, nous allons mettre un lien vers cette ressource dans la boîte de clavardage. Une autre ressource que nous avons créée à la Commission de la santé mentale, c'est comment vais-je? Vous savez, les gens sont parfois réticents ou craintifs d'avoir des conversations avec des gens au sujet de la santé mentale, et bien qu'il existe bien des ressources à la Commission de la santé mentale, dans la division Opening Minds, nous avons créé cette ressource. Cette ressource a été mise au point à partir du continuum sur la santé mentale. Vous avez peut-être déjà accédé à l'outil d'auto-observation du continuum. Alors, c'est un cours qui est disponible et qui parle de ce continuum. D'un côté du continuum, vous avez quelqu'un qui est en santé sur le plan mental et de l'autre côté du continuum, vous avez quelqu'un qui est en difficulté, qui a une maladie mentale. Et il y a des étapes entre les deux, évidemment. Alors, on passe du vert au rouge, du fait qu'on ne
reste pas immuable, qu'on passe du vert au jaune à l'orange et au rouge au cours de sa vie. Cette ressource, comment vais-je, est fondée sur ce continuum. C'est un outil gratuit qui peut vous aider avec votre propre santé mentale et celle de votre équipe. Et il y a des questions clés ainsi qu'un code QR qui vous mènera à l'outil d'auto-observation du continuum qui vous permettra d'amorcer ces conversations. Alors, justement, regardons de quoi il s'agit de plus près. Le continuum de la santé mentale, nous avons aussi cet outil d'auto-observation et d'auto-évaluation. Vous avez le lien. Vous pouvez cliquer dessus pour y avoir accès. Alors, comme je disais, nous avons tous vécu une bonne santé mentale comme des difficultés en matière de santé mentale. Et ce qu'il faut noter par rapport à cet outil, c'est que ce n'est pas un outil diagnostique. C'est simplement concis pour vous aider à repérer des changements dans votre humeur, votre performance, des changements physiques, des changements dans vos comportements d'accoutumance, pour que vous puissiez repérer des changements dans votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Et cela vous permet éventuellement de demander de l'aide. Cet outil peut aider les gens à exprimer ce qu'ils ressentent. Alors, vous n'avez pas besoin de verser votre information personnelle dans cet outil. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, vous cliquez sur les indicateurs qui décrivent ce que vous ressentez et vous verrez peut-être quelque chose ressortir qui vous encouragera à avoir une conversation qui pourrait être salutaire. Alors, examinons cet outil d'un peu plus près. Alors, sur cette diapositive, vous avez les zones illustrées d'une personne qui serait dans ce qu'on appelle la zone blessée ou malade. Alors, il y a des choses comme des changements dans l'humeur. Et la personne a cliqué qu'elle était angoissée, irritable, en colère. Il y avait des changements dans l'attitude. Il y a certaines choses qui sont cliquées également. Il y a des changements dans le comportement. Alors, je ne vais pas passer cela en revue dans le détail car le temps manque, mais je vous encourage vivement à consulter cet outil. Lorsque vous cliquez sur ces descriptifs, vous verrez une tendance se dessiner et cela permet d'amorcer une conversation. Une chose que j'ai faite dans le passé, je l'ai fait et j'ai simplement imprimé le résultat et cela a permis d'amorcer une conversation, car cela permet de mettre des mots sur ce que l'on ressent, que ce soit une conversation avec un superviseur, avec un professionnel de la santé. Cela peut vraiment être une bonne amorce à la conversation, d'écrire ce que l'on ressent, surtout lorsqu'on est dans ces deux zones, blessé ou malade. C'est très difficile de trouver les mots pour décrire ce que l'on ressent. Alors, je passe à la diapo suivante. Et ici, vous avez l'apparence de l'outil lorsque vous êtes plutôt du côté en santé. Vous êtes surtout du côté vert, du côté en santé. Ce que cela montre, c'est qu'on peut se servir de cet outil de manière permanente pour déterminer s'il y a des changements. C'est-à-dire, est-ce que vous versez plus dans la zone rouge ou dans la zone de rétablissement, la zone verte? Alors, je vous encourage vivement à consulter cet outil. Nous avons reçu des commentaires très positifs sur cet outil et nous avons une toute nouvelle version de l'outil qui est d'ailleurs améliorée par rapport à celle-ci. Alors, mettez dans la boîte de clavardage si vous croyez que cet outil pourrait être utile. Nous sommes toujours vivement intéressés par votre rétroaction. Alors, nous allons à présent aborder ce que signifie santé et sécurité psychologique. Ah, je réponds à une question. Est-ce qu'il existe un format PDF que l'on puisse imprimer? Je devrais vérifier si c'est possible, mais vous pouvez imprimer un exemplaire de l'outil à partir du site Internet pour encercler ou surligner les éléments qui vous concernent. Mais je vérifierai s'il y a un format PDF. Alors, à présent, parlons de santé et de sécurité psychologique. Alors, la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail, cela signifie l'impact du milieu de travail sur notre bien-être psychologique. Cela s'inscrit dans la façon dont on interagit sur une base quotidienne avec ses collègues et cela fait partie des pratiques de gestion également du milieu de travail. C'est également
un moyen systématique de voir le déroulement du travail. Une chose qu'on évoque lorsqu'on parle de santé et de sécurité au travail, c'est la diversité, l'équité et l'inclusion. On sait que cela est intimement lié à la santé mentale au travail. Il est important de prendre des étapes pour offrir des occasions d'inclusion, pour mieux comprendre les besoins diversifiés des employés et d'accepter de célébrer les cultures et les capacités différentes de notre milieu de travail. Et comment on peut combler les besoins de tous les employés dans le milieu de travail. Il ne s'agit pas de symbolisme, cela exige du travail, mais le jeu en vaut la chandelle. On recommande vivement la formation en matière de diversité, d'inclusion et d'équité et de voir comment les politiques et les processus pourraient être mis à jour en fonction de ces formations. Quelques citations que vous voyez à l'écran. Vous avez un groupe diversifié de personnes autour d'une table qui ont une conversation et les citations disent la diversité est le mélange. Alors, la diversité est le mélange et l'inclusion qui permet de faire fonctionner ce mélange. Une autre citation, la diversité, c'est être invité à la fête et l'inclusion, c'est être invité à danser. Nous avons aussi un outil qui peut vous aider en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. C'est la trousse pratique pour aider les employeurs à créer des milieux de travail inclusifs. Et c'est un outil gratuit que vous pouvez télécharger à partir du site de la Commission. Alors, en combinant les facteurs de protection personnelle et organisationnelle, on peut réduire l'exposition à divers préjudices et renforcer la résilience. Il y a quelques piliers que nous allons examiner ensemble. Les facteurs en milieu de travail, prendre soin de soi et résilience, système de soutien et ressources utiles. Une autre ressource importante, l'esprit au travail, guide de prise en charge de sa santé mentale pour bâtir sa résilience. Cela a été développé au début de la pandémie. Or, c'est un guide utile en tout temps. Vous pouvez vous en servir individuellement ou en équipe. Et de nouveau, c'est un autre outil formidable que vous pouvez appliquer sur vous-même ou sur votre équipe. Alors, sur ce, je vais céder la parole à Laura pour qu'elle traite des facteurs en milieu de travail. Merci, Liz. Alors, un des piliers évoqués par Liz, ce sont ces facteurs en milieu de travail, de la santé et de la sécurité psychologique. Cela fait partie d'une norme nationale sur la santé et la sécurité psychologique au travail. Si vous ne connaissez pas la norme, elle a été lancée en 2013 et c'est la toute première en son genre dans le monde. C'est une série de lignes directrices, d'outils, de ressources qui permettent d'orienter les organisations afin qu'elles fassent la promotion de la santé mentale et pour prévenir les méfaits psychologiques dans le milieu de travail. Et la norme applique 13 facteurs en milieu de travail. Lorsqu'ils sont bien gérés, ils peuvent contribuer à un environnement de travail positif qui contribue à la santé mentale. Et s'ils sont mal gérés, ils peuvent présenter un facteur de risque important qui peut mener à un préjudice mental. Les 13 facteurs sont très entremêlés. Il y a des choses qui concernent, par exemple, la récompense, la reconnaissance, comment, par exemple, est-ce qu'on fait la promotion de la réussite, la gestion de la charge de travail, stabilité, respect. Alors, les divers facteurs sont interreliés. Si vous voulez vous renseigner davantage par rapport à ces 13 facteurs, vous pouvez prendre connaissance de la norme ou sur la page et dans la boîte de clavardage, vous avez aussi un lien vers une formation en ligne gratuite qui s'intitule Être un employé consciencieux. C'est une formation en ligne qui vous explique les 13 facteurs et vous donne des exemples de ce à quoi cela ressemble dans la pratique et d'autres ressources importantes. Alors, en faisant la promotion de la santé et de la sécurité psychologique dans des environnements de travail très diversifiés au Canada, depuis presque une décennie, on a cerné 2 facteurs précis qui sont très importants pour les travailleurs du domaine de la santé. Et ces 2 facteurs sont le soutien pour se
prendre en charge et la protection contre la détresse morale. Alors, nous avons commandé un projet de recherche avec l'Université Queen's ainsi que d'autres partenaires de Montréal pour identifier les facteurs favorables et les obstacles au sein des équipes et des organisations du Canada. Alors, je vais rapidement vous parler de chacun de ces facteurs. Alors, le premier facteur, soutien pour les autosoins psychologiques. Alors, c'est-à-dire favoriser un milieu de travail où le personnel est encouragé à prendre soin de sa santé et de sa sécurité psychologique. Et on sait que auto-soin, c'est un peu une expression galvaudée. Alors, on ne dit pas simplement mettre une affiche dans la cafétéria. Non, on veut mettre en place l'environnement, les conditions et les politiques qui font la promotion et permettent aux employés de s'occuper d'eux-mêmes. Cela peut signifier des choses comme, par exemple, congés payés, pause garantie, espace de pause garantie, occasion d'apprentissage ou même remplacement du personnel pour que celui-ci puisse s'occuper de lui-même. Dans nos recherches, on a examiné des obstacles et des facteurs favorables au niveau individuel, d'équipe et organisationnel. Et dans certaines de ces recherches, nous avons entendu qu'au niveau de l'équipe, il était question comme les compétences des superviseurs, leurs capacités, la mise en place de liens étroits au sein de l'équipe qui permettent d'avoir des conversations sur les auto-soins, des horaires de travail clairs, des tâches claires, ainsi que des conditions organisationnelles comme du temps garanti de congé, des directives et des protocoles clairs, ainsi que la culture du milieu de travail. Et le deuxième facteur qu'on aborde concerne la protection contre la détresse morale. La détresse morale se produit lorsque quelqu'un doit s'adonner à une activité qui est contraire à ses valeurs personnelles ou professionnelles. Alors, dans le contexte des soins de santé, lorsque les travailleurs n'arrivent pas à respecter leur serment de prodiguer les meilleurs soins possibles et de faire passer les patients d'abord, ils peuvent vivre une détresse morale. Alors, nous le décrivons comme offrir un environnement où le personnel peut faire son travail en toute intégrité, dans le respect de ses valeurs et avec le soutien dont il a besoin. On ne peut pas toujours prévenir les situations difficiles, mais lorsqu'on ne peut pas les prévenir, les travailleurs de la santé souvent n'ont pas la possibilité de véritablement digérer l'information. Je vous donne des exemples d'organisations qui pourraient protéger contre la détresse morale. Par exemple, des ressources et du personnel dédiés au bien-être, les séances de post-mortem, les politiques et protocoles clairs. Et dans nos recherches au niveau de l'équipe, on a entendu parler de choses comme une excellente communication, de bonnes relations, le soutien de la direction, la présence de la direction, le respect dans le milieu de travail et au sein de l'équipe, et la reconnaissance de certains des défis associés à la dynamique des pouvoirs. Et au niveau organisationnel, il peut s'agir du temps pour traiter des événements, un soutien au post-mortem, ainsi que des soutiens provenant des ressources humaines. Alors, le rapport de recherche qui a été mis dans la boîte de clavardage présente des recommandations pour les organismes de soins de santé et les décideurs afin qu'ils mettent en place ces soutiens. Et au final, ils influencent le fonctionnement des équipes et comment chaque personne se comporte au travail. Et enfin, lorsqu'on faisait ces recherches, ces recherches étaient très générales, c'était pour tous les milieux de travail, on a quand même constaté qu'on avait un taux de réponse très élevé provenant des établissements de soins de longue durée. Donc, on a approfondi ces recherches. On a examiné littérature scientifique supplémentaire, on a discuté avec des répondants qui travaillent dans les soins de longue durée pour mieux comprendre quels étaient ces facteurs, qu'est-ce qu'ils signifiaient pour le contexte des soins de longue durée. Alors, ceci a donné lieu à ce document que vous voyez à l'écran qui propose une discussion et des appels à l'action pour permettre à ces deux facteurs psychosociaux de soins de longue durée d'être bien compris dans les établissements de soins de longue durée. On sait que les établissements de soins de longue durée font face à des difficultés qui datent de bien plus longtemps que la pandémie, mais qui ont été exacerbées par la COVID-19, ainsi que le besoin d'avoir un soutien pour le personnel de la part des ressources humaines et des dirigeants de ces établissements. Alors, j'aimerais revenir
aux 13 facteurs qu'on a présentés il y a un moment pour en mettre un en particulier en exergue. Le soutien social et psychologique, c'est défini comme un environnement qui soutient les employés, qui soutient leurs préoccupations en matière de santé mentale et psychologique et répond convenablement. Un moyen pour les organisations de le faire, c'est grâce au programme d'aide aux employés ou les PAE. Les PAE sont très utiles, mais sont souvent sous-utilisés. Bien des programmes d'aide aux employés, enfin, bien des personnes ont accès au programme une fois qu'on leur rappelle que ces programmes sont confidentiels. Ces programmes doivent être confidentiels. Ou alors, si un collègue divulgue que lui a eu accès à ce programme et qu'il a trouvé que c'était utile. La majorité des programmes donnent des services très rapidement et peuvent également donner des modèles de résolution de problèmes à court terme. Et lorsque c'est pertinent, ils peuvent aiguiller la personne vers des soutiens plus approfondis. Mais les recherches montrent qu'environ 15 des usagers des programmes d'aide aux employés sont aiguillés vers d'autres soutiens, alors que 85 n'ont pas besoin d'un soutien additionnel au-delà des services prodigués par les programmes d'aide aux employés. Alors, pour un petit tuyau pour les dirigeants, les superviseurs, renseignez-vous davantage sur les programmes d'aide aux employés si vous en avez un. Mettez de côté le lien, le numéro de téléphone, quel que soit le portail, mettez-le dans votre téléphone ou dans votre boîte de réception pour que vous ayez accès rapidement pour vous, pour un membre de la famille ou pour en parler à un collègue. Et si votre organisation n'a pas de programme d'aide aux employés, vous n'êtes pas seul, ce n'est pas tous les organismes qui en ont un. Alors, j'aimerais vous présenter ce site gratuit et qui a été lancé en réaction aux préoccupations de la santé mentale liées à la COVID-19. Il s'appelle Espace Mieux-être Canada. Et Espace Mieux-être Canada est financé par Santé Canada en partenariat avec Step Care Solutions ainsi que d'autres organisations dont les lignes de téléphone d'aide pour les jeunes. Alors, ce site, Espace Mieux-être Canada, offre des soutiens dans les 2 langues officielles. Il peut s'agir de counseling au téléphone, soutien immédiat, promotion d'informations par voie de vidéo par rapport à certaines maladies mentales, certains programmes autogérés que vous pouvez faire vous-même, ainsi que des soutiens communautaires. Alors, si vous n'avez pas consulté Espace Mieux-être Canada, je vous encourage vivement à le faire. Alors, voici une diapositive qu'on aime donner qui résume un peu les numéros de téléphone disponibles, dont Espace Mieux-être Canada et les lignes de crise ou Jeunesse J'écoute. Vous avez reçu cette information lorsqu'on vous a envoyé la documentation pour ce webinaire. Si vous l'avez égaré, prenez une photo de ces numéros de téléphone. Cela pourrait être un ajout à votre programme d'aide aux employés si vous en avez un ou un remplacement si vous n'en avez pas. Affichez cela dans votre milieu de travail ou sur le site Internet de votre entreprise, un endroit bien en vue par les employés. Et je recommande que vous conserviez un exemplaire dans votre téléphone si vous êtes gestionnaire de personnel pour que vous puissiez en parler avec des collègues qui en auraient besoin. Ce sont d'excellentes ressources à avoir à portée de main et ce sont des ressources accessibles à quiconque est au Canada. Et sur ce, je cède la parole à Lise. Merci, Laura. Alors, à présent, nous allons très rapidement aborder le fait que nous devrons peut-être aussi apporter des aménagements dans le milieu du travail pour les personnes qui ont des difficultés de santé mentale. Alors, rappelez-vous que les personnes qui vivent une difficulté de santé mentale peuvent malgré tout être productifs au travail. Parfois, ils ont simplement besoin d'un peu de soutien. C'est normal d'être un peu angoissé et il faut se rappeler qu'on est tous sur ce continuum de la santé mentale. Alors, quel aménagement peut-on apporter pour les travailleurs qui ont des troubles de l'humeur ou de l'angoisse? Peut-être qu'il faut apporter des changements à l'horaire ou à la charge de travail. Peut-être qu'on pourrait également trouver
des avantages sociaux différents. Peut-être qu'on pourrait avoir un système de jumelage avec un autre collègue ou d'autres soutiens qui puissent aider à gérer les symptômes. Les ressources qu'on vous a présentées peuvent vous aider. Alors, à l'écran, vous avez deux ressources. Promotion de la réussite du personnel qui vise à encourager la réussite du personnel. Les travailleurs peuvent s'en servir comme les gestionnaires afin de discuter des besoins de chaque travailleur. Et c'est intimement lié aux facteurs du milieu de travail. Ça a été mis au point par des professionnels de la santé mentale. L'autre guide, Mental Health in the Workspace, an Accommodation Guide for Managers and Staff, c'est davantage un plan d'aménagement, de gestion des difficultés de capacité, entre autres de santé mentale. Alors, ces deux ressources sont très utiles pour le milieu de travail. Et je vous encourage à les télécharger. Alors, des ressources clés en santé mentale, on a parlé de beaucoup de ressources jusqu'à présent et il y en a encore beaucoup d'autres qui sont offertes par la Commission de la santé mentale du Canada. Et tous ces liens qu'on vous a envoyés dans le PDF de cet exposé sont faciles d'accès. Vous n'avez qu'à cliquer, c'est un hyperlien. Il y a aussi un mini-guide sur la prévention du suicide au travail. On a un mini-guide sur la santé mentale en hiver pour les travailleurs. Et même si on amorce l'été, je recommande malgré tout que vous téléchargiez celui sur l'hiver, car il est question des effets des saisons, les changements des saisons et leur impact sur notre humeur. Et il est préférable, évidemment, de se préparer à l'hiver avant l'hiver. Alors, je recommande que vous téléchargiez ce document, même si nous sommes en été. Et nous avons une autre ressource formidable qui concerne le milieu de travail hybride. Et on y présente diverses choses que peuvent faire les gestionnaires pour gérer, entre autres, les difficultés de rendement, la résolution de conflits, l'accueil de nouveaux employés dans cet environnement de travail hybride, la protection de votre propre santé mentale et la reconnaissance d'une dégradation de la santé mentale dans le personnel. Et donc, cela s'intitule Diriger dans un environnement de travail hybride. Il y a aussi un code QR. Vous n'avez qu'à prendre une photo de ce code QR et vous aurez directement accès à ces ressources ainsi qu'aux formations associées. Donc, voilà qui conclut nos remarques formelles. On aime toujours terminer nos webinaires avec un appel à l'action. Alors, vous avez peut-être entendu beaucoup de choses aujourd'hui et vous vous dites, bon, j'aimerais approfondir, j'aimerais faire un suivi. Or, nous savons qu'une fois qu'on quitte un webinaire, on reprend ses activités quotidiennes et parfois c'est difficile de prendre le temps de faire le suivi, même si au départ on voulait le faire. Alors, je vous encourage à vous engager à une mesure clé que vous prendrez pour favoriser soit votre santé mentale ou celle de votre équipe ou encore les deux. Et rappelez-vous qu'une once de prévention vaut une livre de cure. On se centre beaucoup sur la prévention. C'est de loin préférable à la guérison. Alors, une étape, une mesure, notez-la, mettez-la par exemple sur un papillon, mettez-le sur votre bureau ou notez-le dans votre téléphone. Rappelez-vous de cette mesure que vous prendrez, qu'il s'agisse de télécharger une ressource et de vous en servir, qu'il s'agisse peut-être d'examiner l'outil sur le continuum de la santé, peut-être qu'il s'agit aussi de lire des renseignements sur les facteurs dans le milieu de travail, le rapport qu'évoquait Laura, ou encore de demander de l'aide. Alors, je vous encourage à prendre une mesure. Alors, sur ce, nous vous remercions. Nous remercions aussi Neil, notre animateur, ainsi que Joanna et les productrices qui travaillent dans les coulisses, Excellence en Santé Canada, d'avoir animé ce webinaire, de l'avoir organisé. On souhaite vous remercier, vous, vos organisations, d'avoir pris le temps pour ce webinaire, pour vous épanouir. Alors, sur ça, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Lise, pour cette formidable communication. Et d'ailleurs, je crois que
Nous sommes tous maintenant bien mieux outillés. Et ces outils, je présume, enfin, ce que vous nous avez montré, ce sont sans doute des choses qu'on pourrait facilement utiliser dans notre quotidien. Alors, vous nous avez donné beaucoup de matière à réflexion, mais je souhaite quand même céder la parole à notre public si jamais nos participants ont des questions particulières ou même générales. Alors, n'hésitez pas, saisissez-les dans la boîte de clavardage. Peut-être que je peux commencer. Moi, j'ai déjà pensé à quelques questions. Une chose que vous avez évoquée et qui a fait couler beaucoup d'encre pendant la pandémie en soins de longue durée, c'est quelque chose qui se poursuit aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de défis associés à l'effectif de travail en santé, la détresse morale dans le milieu des soins de santé. Vous avez un peu parlé de cela, mais est-ce que vous avez des recommandations, des choses qu'on pourrait faire maintenant pour aider le personnel qui vit cette détresse morale ou qui pourrait la ressentir éventuellement? Yeah, I can jump in on that one. Thanks for that question. Je peux répondre et merci pour la question, Neil. La recherche qu'on a faite était vraiment intéressante. On a parlé avec un grand nombre de prestataires de soins de santé par rapport à leur expérience avant la pandémie de COVID-19 et comment cela a été exacerbé par la pandémie elle-même. Et bon, il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire. On a entendu parler, dans le cadre de détresse morale, d'avoir une culture d'équipe qui est ouverte aux conversations, qui permet aux gens de s'exprimer librement, de discuter de ce qu'ils ont vécu avec des collègues, avec des superviseurs, c'est-à-dire qu'il existe un respect mutuel au sein de l'équipe, mais aussi les facteurs organisationnels comme la création des conditions et des politiques propices à la santé mentale, comme le temps qu'on accorde au post-mortem pour qu'on ait une structure en place lorsqu'on vit quelque chose qui pourrait occasionner une détresse morale. Mais évidemment, je vous invite à consulter le rapport qu'on a mis dans la boîte de clavardage où vous avez des facteurs favorables et des obstacles sur le plan individuel, d'équipe et organisationnel. Il y a beaucoup d'informations à décortiquer, mais ce que je retiens de la recherche, c'est la culture d'équipe, la capacité de s'exprimer plutôt librement. Merci. Oui, nous avons beaucoup entendu parler de cela, même dans des webinaires passés, de l'importance de l'équipe. Alors, merci beaucoup d'en avoir parlé. Alors, je regarde d'autres questions qui nous proviennent dans la boîte de clavardage. Une question, et on a beaucoup entendu parler de cela, surtout en établissement de soins de longue durée, mais ça touche tout le système de soins de santé, l'importance des partenaires de soins essentiels. Ils sont perçus comme partie intégrante de l'équipe de soins, et à juste titre, mais ils ne sont pas rémunérés. Existe-t-il des ressources pour eux, pour les partenaires de soins essentiels? Y a-t-il un programme ou de l'information qui les vise? Je sais que ESC a beaucoup abordé ces questions, à savoir que les partenaires de soins essentiels, les proches aidants, doivent et peuvent faire partie de l'équipe de soins. Mais je me demandais si vous aviez des suggestions pour la santé mentale, la protection et le soutien de la santé mentale des partenaires de soins essentiels. Alors, nous avons un site Internet complet qui est consacré à l'amélioration de la santé mentale dans le domaine des soins de santé. Alors, ça ne cible pas une profession ou un sous-domaine du système de soins de santé, mais on y trouve beaucoup de ressources, dont des outils d'évaluation qui permettent d'évaluer la culture organisationnelle,
et l'évaluation à la lumière des 13 facteurs et les 2 facteurs qui s'y sont rajoutés récemment, qui étaient évoqués par Laura. Et il y a aussi un guide formidable sur la création de ces programmes, des systèmes de gestion au sein des systèmes de soins de santé. Alors, cela s'applique à tout le monde dans le domaine des soins de santé. Alors, je vous encourage à prendre connaissance de ce site Internet. Toutes les ressources qui s'y trouvent sont gratuites. Il existe aussi une formation, par exemple, les premiers soins en santé mentale, mais ça ne s'adresse pas forcément aux proches aidants, aux partenaires de soins essentiels. J'ignore si Laura a peut-être quelque chose à ajouter, peut-être qu'elle a vu quelque chose qui s'adresserait aux proches aidants ou aux partenaires de soins essentiels. La commission a travaillé à ces questions. Et d'ailleurs, je pourrais mettre le lien dans la boîte de clavardage, mais c'est plutôt dans le contexte des proches aidants qui accompagnent quelqu'un qui a une maladie mentale ou qui vit une difficulté mentale. Mais les principes de la santé mentale s'appliquent à tout le monde. Vous savez, ce qu'on produit pour les professionnels de la santé s'applique aux partenaires de soins essentiels. Je vais le mettre dans la boîte de clavardage et je reconnais, comme vous dites, que le stress du proche aidant, surtout dans l'établissement des soins de longue durée, est important. Et vous savez, je pense à la définition d'un employé. C'est certain que les partenaires de soins essentiels ne sont pas rémunérés, mais ils font partie de l'équipe, comme vous dites. Il faut reconnaître leur détresse aussi. Alors oui, je mettrai ce lien dans la boîte de clavardage. Merci. Et beaucoup de liens ont justement été versés dans la boîte de clavardage. Alors, prenez-en connaissance et rappelez-vous aussi que cette séance a été enregistrée et donc vous aurez accès aux archives dans quelques jours sur notre site Internet. Si vous n'avez pas pu être ici pendant le webinaire lui-même. Alors, je sais que vous avez un peu parlé du programme d'aide aux employés et que c'est une stratégie pour aider le personnel. La question qui me vient à l'esprit, et c'est une question qui me taraude aussi moi-même, on veut encourager le personnel à servir du programme, mais on veut que les gestionnaires soient conscients que ce programme existe et qu'il encourage son personnel à y avoir accès. Si le personnel est réticent, pas ouvert à l'utiliser, est-ce que vous avez des stratégies pour encourager le personnel à se prévaloir du programme d'aide aux employés ou alors est-ce qu'il y a d'autres stratégies si les employés ne s'intéressent pas du tout au programme d'aide aux employés? On a entendu de soutien par les pairs depuis de longues années. Alors, je me demandais si vous aviez une idée. Alors, je vais me lancer. On sait, à la lumière de certaines recherches qui ont été faites par la Commission de la santé mentale, ainsi que Simon Fraser, qui a fait des recherches sur l'utilisation du programme d'aide aux employés. Et ce qui empêchait les gens de s'en prévaloir, c'est une absence de connaissances par rapport à ce que font les programmes d'aide aux employés. Alors, il faut communiquer davantage d'informations sur l'offre de services, peut-être même faire venir des représentants du programme d'aide aux employés pour parler avec les travailleurs de ce que fait le programme, comment avoir accès à ces ressources. Cela peut faire une grande différence. Un autre des enjeux qui est ressorti des études de l'Association de la santé mentale du Canada, c'était la méfiance. Il y a des employés qui n'étaient pas confiants que les programmes d'aide aux employés étaient confidentiels. Certains employés craignaient que l'employeur ait des informations confidentielles à leur sujet. Alors, il faut faire comprendre aux travailleurs que l'information obtenue par l'employeur est seulement cumulée. C'est de l'information sur les usagers dans leur ensemble. Il n'y a pas d'information qui puisse identifier un employé.
ne pourra pas savoir ce à quoi ont accès les employés. Alors, il est important de relever le niveau de confiance des employés par rapport à la confidentialité. Et aussi, il peut être utile de demander à un employé de discuter de son expérience lorsqu'il se sent capable de le faire, d'en parler avec d'autres employés du fait qu'il a eu accès au programme et que cela a été salutaire. Et une autre chose, c'est parfois les gens nous disent on n'a pas le temps. Alors, si on peut prendre le temps, d'ailleurs, c'est une des exigences dans la norme nationale sur la diversité, c'est de donner les ressources aux gens, de faire le pont entre les gens et les ressources disponibles. Par exemple, si je m'adresse à un employé en disant, il existe un programme d'aide aux employés, voici le numéro, c'est affiché sur le site Internet et dans la cafétéria, ou c'est dans votre intranet, et que vous en remettez aux gens, ils n'auront peut-être pas le temps ou la capacité d'y avoir accès. Alors que dans le passé, je sais que lorsque mes gestionnaires, un de mes milieux de travail, se sont adressés à moi en disant, on a ce programme d'aide aux employés formidable qui pourrait vous aider avec vos difficultés actuelles. Alors, pourquoi ne pas prendre 15 minutes ensemble, une demi-heure, pour que vous les contactiez? On m'a donné le temps au travail d'aller dans un endroit privé pour que je puisse communiquer avec le programme d'aide aux employés. Ça a vraiment tout changé parce que en dehors du travail, lorsque j'avais quitté le travail, je m'occupais des courses, des enfants, des parents malades de 600. Alors, je n'avais pas le temps à la maison d'appeler. Alors, vraiment prendre le temps d'informer les employés, ça peut vraiment être salutaire. Évidemment, le soutien par les pairs aussi, je suis d'accord, mais soutien par les pairs, il faut être sûr que les gens qui offrent ce soutien reçoivent une formation et qui sont en mesure d'obtenir de l'aide eux aussi s'ils en ont besoin. Parce que parfois, c'est difficile d'offrir un soutien. Il faut se protéger soi-même contre les blessures morales. Tout à fait. Il y a beaucoup d'observations dans la boîte de clavardage. Je sais que le temps est presque épuisé, alors je suis vraiment désolée, mais je crois qu'il faudra mettre un terme à la période de questions. Mais je ne veux pas vous mettre sur la sellette, Liz et Laura, mais est-ce qu'on pourrait vous envoyer des questions si jamais il y en a de celles qui sont toujours en suspens et vous pourrez déterminer quelles sont celles auxquelles vous pouvez répondre. Et donc, nous pourrons partager les réponses en même temps que l'enregistrement si vous êtes d'accord. Alors, sur ce, je souhaite remercier tous les participants et participantes et merci à Lise et Laura pour cet exposé vraiment très, très utile. 1 heure, manifestement, c'est insuffisant. On ne fait que gratter la surface. Mais vous nous avez proposé des outils fort utiles. Alors, de nouveau, merci et je souhaite vous rappeler, avant qu'on ne se quitte, que nous aimerions que vous nous donniez votre rétroaction. Vous allez voir qu'il y a des questions affichées à l'écran. Vos observations nous sont très précieuses et je vous rappelle, la question sur le genre, c'est quelque chose qui nous est posé par notre bailleur de fonds Santé Canada, mais c'est tout à fait facultatif. Et je souhaite que vous sachiez aussi que notre prochain webinaire aura lieu le 18 juillet de 12 h à 13 h heure de l'Est et il sera question d'une discussion en panel sur les soins pertinents sur le plan culturel en établissement de soins de longue durée. Alors, merci de nouveau d'avoir participé et je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Merci.